La gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait tout pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange d'une rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du film lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur. Mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme avec la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'il puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes plus tard et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiant de sortir de la maison le plus rapidement que possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve dans la maison. Le casse-tête. Une femme âgée, vivant seule, décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur la plus totale. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son pulse le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces de puzzles qu'elle assemble sont celles de la fenêtre de derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre que le visage terrifiant d'un homme la regardant. David McCallum et son jeu de Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde 2 écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les 2 adolescents, Michael Etheridge et Stephen Cullen, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami de quelques années leur aîné. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible où des disques d'Iron Maiden et du Metallica côtoient une montagne de livres, ceux consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités, quelque peu interloqués par McCallum, explique d'un ton paisible. Cet autel est celui de Satan. Mon ami Dennis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Dennis arrivé, les 4 jeunes gens prennent place assises à même le sol autour du plateau de Ouija. Et selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrange, rauque et McCallum casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres, dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse? McCallum se lève brusquement et saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit et où l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du malheureux. Dennis, qui maintient tant que bien de mal Stephen, hurla de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum. « Arrête David ! Mais arrête-toi ! Il est mort !» Dans un sursaut, Stephen parvient à se dégager et à s'échapper à toutes jambes. « Reste seul David !» et Dennis. « Enroule le cadavre dans un drap et une couverture. » Ils ont décidé de le transporter dans le coffre
de leur voiture et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avère que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par la Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à vie à la prison de sécurité à maximum de Broadmoor. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un établissement psychiatrique.